Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 8h12, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. 2 élections législatives partielles ont lieu dimanche à Villeneuve-Saint-Georges et Boulogne-Billancourt. Est-il pertinent de chercher des leçons nationales dans des scrutins aussi locaux ? Écoutez, vous avez raison, il faut être extrêmement prudent car chaque circonscription a ses particularités et la prudence s'impose d'autant plus que dans les partielles, la participation est toujours très faible. Mais malgré tout, il y a des campagnes qui recèlent des enseignements nationaux et puis les variations des scores peuvent aussi avoir un sens. Alors ainsi, pour prendre les scrutins récents, dans les Ardennes, le RN a reculé, ce qui lui a fait perdre un siège, gagné en juin sur les macronistes. Et en Isère, c'est LFI qui s'est tassé, rendant également aux macronistes le siège qu'ils avaient fait basculer. François Bayrou y a vu une validation de sa stratégie de dialogue avec la gauche modérée, car c'est cela, dit-il, qui aurait fait reculer la gauche radicale. Et quant à LR, il voit aussi un effet retaillot dans leur nette remontée dans ces 2 circonscriptions, au détriment du Rassemblement national. Alors venons-en au scrutin de ce dimanche. On a beaucoup parlé de Villeneuve-Saint-Georges en raison de la candidature de l'insoumis Louis Boyard. Ah oui, Louis Boyard qui est loin d'être le plus modéré des insoumis, c'est peu de le dire, et qui a notamment pris sur sa liste un militant qui a affiché une détestable compréhension à l'égard du Hamas. Alors le reste de la gauche a un petit peu tordu le nez, la fusion des listes a échoué, mais il n'empêche, à l'arrivée, toute la gauche, locale et nationale, appelle à battre la droite, donc à voter pour Louis Boyard. La gauche qui brandit les valeurs, la gauche qui s'indigne quand François Bayrou parle de sentiment de submersion migratoire, eh bien cette même gauche ferme les yeux sur les dérives des insoumis. Le député Philippe Brun a été jusqu'à dire que certes, le candidat pro-Hamas était un peu gênant, mais qu'après tout, il y avait des gens très bien sur la liste. Imaginez une seule seconde que cette même ce que cette même gauche dirait si une liste macroniste ou de droite comprenait un seul candidat aux déclarations révoltantes. Vous voyez, cette campagne à Villeneuve-Saint-Georges révèle une belle hypocrisie et un beau cynisme d'une gauche qui prétend pourtant s'affranchir de la tutelle mélenchoniste. Alors, on va à Boulogne-Billancourt, toute autre ambiance, c'est le bloc central qui se déchire. Oui, car à Boulogne, aucun risque de gauche dans cette ville des Hauts-de-Seine, mais il n'y a pas moins de 4 candidats issus de partis de la coalition gouvernementale. Alors en juin, un accord entre macronistes et LR avait permis l'élection de Stéphane Séjourné, qui était alors secrétaire général de Renaissance et qui depuis a été nommé commissaire européen. Lui parti, le maire de la ville, Pierre-Christophe Baguet, soutient logiquement la suppléante de Séjourné, son adjointe Elisabeth Demestre, très connue et très appréciée sur la ville et qui est LR. Mais Gabriel Attal, lui, il veut garder pour son parti, Renaissance, cette circonscription. Et il a donc parachuté Lauriane Rossi, ancienne députée battue à Montrouge. Vous voyez, il faut suivre. Hein. C'est du recyclage. Voilà. Et donc, en attendant le verdict, on voit en tout cas déjà que l'accord pour gouverner ensemble n'a pas créé de réflexe électoral commun. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr. Guillaume, je vous conseille d'écouter l'invité de la matinale dans un instant, vous qui vous interrogez sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il en est de plus en plus question, pas simplement dans les pages économiques des journaux. La présidence de Donald Trump pourrait leur donner une nouvelle dimension et en faire aussi une affaire d'État. On en parle avec l'invité de la matinale. Bonjour Nathalie Janson. Bonjour David Abiker. Vous êtes enseignante, chercheuse à Neoma Business School, spécialiste des questions de régulation bancaire, de politique monétaire et puis de crypto-monnaie. Avec vous ce matin, on va essayer de comprendre ce que Trump a derrière la tête quand il ambitionne de développer ces crypto-monnaies et d'en assouplir le cadre législatif. Avant cela, quand même, une question d'actualité. La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux hier. Elle n'est plus du tout sur la même ligne que la Banque Centrale Américaine. Qu'est-ce que ça induit pour l'économie européenne et pour l'économie française dont la croissance est tout à fait en berne? Alors, le premier effet de cette baisse des taux, c'est qu'effectivement, ça
ça augmente l'écart de taux d'intérêt entre le dollar et l'euro. Donc l'euro, de ce point de vue-là, est moins attractif. Et donc, ça va avoir des pressions à la baisse sur l'euro. Alors certains pourraient s'en réjouir, puisque si on a un euro plus faible, on pourrait espérer davantage d'exportation. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, donc on est plutôt réservé. Et je dirais que là, pour le moment, en fait, le problème, c'est qu'une baisse des taux pourrait en fait favoriser un retour de croissance, mais si on procède aux bonnes réformes. Et donc, en fait, là, la balle est dans le camp des gouvernements allemands et français pour faire en sorte que la croissance soit à nouveau là. Alors, on va parler des crypto-monnaies, du Bitcoin. On va commencer simplement parce que même Guillaume Tabar confessait qu'il n'y comprenait pas grand-chose aux crypto-monnaies. Je le dis tout bas parce que ça ne doit pas se savoir. Expliquez-nous ce qu'est une crypto-monnaie et peut-être aussi la première d'entre elles, puisque les Français et les Européens entendent parler beaucoup du Bitcoin. Oui, en effet, dans le milieu des crypto-monnaies, dans le milieu, on sépare bien le Bitcoin des crypto-monnaies, puisqu'en fait, le Bitcoin est la première à avoir existé et s'inscrit dans un projet, un vrai projet en fait de société presque, puisqu'en fait il est issu d'une tradition qui était déjà là aux États-Unis, assez critique envers l'œuvre des banques centrales depuis l'abandon de l'État noir, en disant les banques centrales en fait sont devenues folles, ne contrôlent pas la monnaie et financent à tout va les programmes politiques. Donc en fait c'est vraiment la question du rapport entre le politique et l'argent qui est là avec le Bitcoin. Et le Bitcoin, en fait, est la première tentative d'utilisation donc de l'informatique pour en fait automatiser le processus de paiement. C'est ça qui en fait une révolution au vrai sens du terme, puisque pour la première fois, le Bitcoin permet, sans avoir de validation comme lorsqu'on fait un paiement dans une banque, il y a forcément, à un moment donné, on va avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance qui va dire oui, le paiement est correct, il est fait par la bonne personne et il arrive sur le compte de la bonne personne. Eh bien, le Bitcoin, lui, est capable de faire des transferts donc d'argent, donc de Bitcoin, qui est l'unité qui circule sur cette architecture de paiement, sans qu'il y ait de problème, donc c'est de façon sécurisée, et sans qu'il y ait d'intermédiaire de confiance. Cette validation, donc cette confiance, cette validation des transactions est effectuée par des ordinateurs qui sont décentralisés. Voilà. Alors, au départ, le Bitcoin, c'est donc une affaire confidentielle, c'est aussi une affaire presque libertarienne, presque politique, c'est une affaire de geek, on va dire les choses comme ça? Oui, alors de geek, oui et non, puisque effectivement, même Milton Friedman, qui est donc le grand monétariste qu'on connaît, qui lui était inquiet de ce rapport entre l'État et les banques centrales, il voulait détacher les banques centrales du pouvoir politique, oui. Donc de l'influence politique, donc ça a donné l'indépendance des banques centrales, et lui à la fin était très dubitatif, il disait le politique a toujours la main quelque part sur la banque centrale, et donc il voyait dans le développement de l'informatique à la fin des années 80, une possibilité pour que le code informatique vienne en fait rendre complètement autonome la croissance monétaire qui serait guidée par un code informatique. Et il était pour ? Je ne sais pas s'il était pour, mais en tout cas, lui, il avait cette prémonition, il avait cette intuition que l'informatique pouvait extirper des politiciens la monnaie gérée de façon automatique. Et c'est ce que fait le Bitcoin. Alors, la dernière cotation du Bitcoin, c'était plus de 100 000 euros. Au départ, ça valait rien. Il faut expliquer à nos éditeurs ce qui s'est passé. Des gens font des transactions, ils investissent, ils épargnent en Bitcoin et ils spéculent. Alors tout à fait. Donc le Bitcoin, il est parti effectivement de rien, puisque c'était une nouvelle façon d'opérer des paiements. Et les premiers évidemment à l'avoir utilisé, c'était forcément des geeks qui étaient, en tout cas qui étaient très favorables au projet déjà et d'une, et puis des geeks parce que ils se demandaient comment cette solution pouvait fonctionner. Quand on a vu qu'il fonctionnait, c'est-à-dire que effectivement des paiements se faisaient bien sur ce réseau, qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Il faut rappeler que c'est un réseau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que depuis sa naissance en 2009, il n'y a jamais eu d'incident de paiement sur le réseau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des problèmes sur les portefeuilles, mais pas sur le réseau. Et bien là, il y a eu d'autres personnes qui se sont commencées à s'intéresser, alors pour des mauvaises raisons pour certains, puisque certains effectivement du commerce illicite se sont intéressés à lui parce qu'il était nouveau et que donc il pouvait se cacher derrière le Bitcoin. C'est devenu la monnaie de ce qu'on appelle le dark web. On fait des transactions à un moment donné, illicites, dans les années 2013-2014, c'était un peu ça parce qu'il n'était pas très connu, parce qu'à
attention, le Bitcoin n'est pas anonyme, contrairement à l'argent ou cash qu'on peut utiliser dans la vie courante. Il est pseudonyme. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas parce que les polices sont beaucoup plus aguerries et sont capables en fait d'aller tracer. Donc voilà, là c'est comment il a commencé à décoller. Donc il a décollé comme ça. Ensuite, effectivement, dans beaucoup de pays qui sont contraints par l'État au niveau des contrôles des capitaux, ou comme en Argentine où du jour au lendemain on vous gèle vos avoirs, ou au Liban, eh bien la population s'est rendue compte qu'en utilisant le Bitcoin, on pouvait en fait s'extirper des griffes de l'État qui veut en fait mettre la main sur votre argent. Et donc là, on a un vrai rôle en fait de contre-pouvoir, effectivement, puisqu'on peut on peut aller mettre à l'abri ses avoirs pour se protéger de l'État. Alors, quelques jours avant son investiture, Donald Trump puis son épouse Melania ont lancé leur crypto-monnaie. Plus qu'un coup financier, c'est un signal adressé à la communauté des acteurs économiques. Quel est ce signal? Alors le signal, effectivement, là on a deux signaux plutôt qu'un. C'est dans la communauté crypto, il faut savoir qu'effectivement le Bitcoin est toujours distingué des autres. Donc là, ce qu'a fait Trump dans son lancement, en fait, il a lancé ce qu'on appelle un meme coin, qui est plutôt de la catégorie en fait on va dire d'une monnaie communautaire, c'est-à-dire que je vous aime bien, alors je l'achète et on va se l'échanger parce qu'en fait je vous apprécie. C'est presque un goodies qui est vendu par Trump, et puis s'il est très bien vendu, ça veut dire qu'en fait Trump est très apprécié. Donc c'est une espèce de métrique de la popularité de quelqu'un, mais ça n'a rien derrière au-delà de ça. Donc effectivement, ceux qui aiment le Bitcoin n'aiment pas du tout le même de Trump ou de Melania, parce qu'ils trouvent que c'est vraiment la caricature du truc qui sert à rien. Et effectivement, certains y voient aussi la possibilité d'avoir une espèce de si tu m'aimes, justement tu t'achètes mon même Trump, et puis je ferai peut-être des lois en ta faveur. Donc voilà, donc c'est pas un très bon signal, en tout cas pour ceux qui aiment beaucoup qui sont très actifs dans le Bitcoin. En fait, ils trouvent que cette sortie de Trump est vraiment malheureuse. Oui, mais est-ce qu'elle adresse un signal aux utilisateurs, aux spéculateurs? Il l'a fait pendant sa campagne. Il est allé à un grand colloque sur les crypto-monnaies tout à fait. À Nashville, et c'était pas pour la country music, c'était pour encourager le secteur à se développer. Oui, alors effectivement, Trump effectivement a des intuitions. Il voit bien que la tech, que les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'est quelque chose en termes de futur, de paiement digital, parce que c'est du paiement digital. Donc ça, effectivement, on va pas aller vers moins, on va aller vers plus, avec tout ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle et tous ces développements. Donc je pense qu'il a cette bonne intuition que cette technologie va être utile, et contrairement à sa précédente campagne, il se positionne en disant voilà, mon fils m'a expliqué, j'ai une révélation, finalement c'est bien. Et il va dire tout de suite, on est dans un espèce de chaos réglementaire aux États-Unis, parce qu'en fait il n'y a pas de réglementation uniforme, ça dépend des États, donc il n'y a pas de vraies règles pour tout le monde. Et il vient dire, moi je vais uniformiser ça, mais plutôt vers le moins 10 ans de réglementaire, pour qu'effectivement ces entreprises puissent se développer et que les États-Unis puissent continuer à avoir un rôle leader dans le secteur. Alors, quand un État commence à s'intéresser à la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a un changement dans les règles de souveraineté économique, de souveraineté monétaire? Est-ce que le curseur se déplace? Parce qu'au départ, la monnaie, c'est vraiment le symbole de l'État. Si une monnaie devient communautaire, si l'État n'y met plus son nez, il se passe des choses. Alors effectivement, donc l'État et la monnaie sont très souvent associés, parce qu'effectivement l'État avait intérêt de toute façon à mettre la main sur la monnaie. C'est un moyen de se financer, faut pas l'oublier. Donc c'est très important de l'État de pouvoir avoir ce pouvoir sur la monnaie, alors que la monnaie est un objet économique en fait. Mais bon, voilà, historiquement, c'est vrai que très vite les États ont mis leurs mains sur la monnaie en battant monnaie. Et ici, ce que veut dire le fait d'être en faveur de Bitcoin, alors on a eu un petit exemple, mais qui avait résonné à l'époque, qui était donc le Salvador, qui avait très tôt adopté le Bitcoin pour en fait dire qu'il n'y avait pas que le dollar dans la vie finalement. Eh bien c'est une façon, si on adopte Bitcoin, étant donné que c'est une offre limitée de monnaie, puisque c'est 21 millions et pas un de plus, et c'est un signal pour dire en fait je vais adopter une monnaie qui ne va pas favoriser les dépenses à tout va, puisque je n'aurai pas d'action, je vais me limiter dans mon action, puisque je n'aurai pas une facilité de paiement, j'ai au contraire quelque chose qui va me contraindre dans mes dépenses. Donc en fait c'est pas tant une perte de souveraineté, si jamais on veut se raccrocher au Bitcoin, que un signal en disant
maintenant, effectivement, je ne vais plus changer, en fait, mettre la main sur la monnaie pour faire ce que je veux au niveau de mes dépenses publiques. Est-ce qu'il y a un enjeu géopolitique dans le positionnement de certains États par rapport aux crypto-monnaies? Alors là, avec le Salvador, c'est un bel exemple, puisque c'était vraiment une façon de dire, eux, ils sont dollarisés depuis très longtemps. Et donc, Bukele, quand il a pris cette décision, c'était effectivement pour dire, il y a le dollar, mais il y a aussi autre chose. Et moi, j'ai décidé aussi d'aller vers autre chose, le Bitcoin. Donc pareil, il a voulu marquer l'histoire, on verra s'il a eu raison. Et d'autres États, de la même façon, il y a eu une tentative par la République de Centrafrique qui a voulu aussi prendre la même position. Mais au-delà de ça, effectivement, quand on voit des pays qui ont été très mal gérés au niveau monétaire, comme le Venezuela ou l'Argentine, on a eu une montée du Bitcoin parce que, de toute façon, c'était pour la population une manière de se préserver contre le désordre monétaire qui régnait. Une dernière question. On le voit pour l'intelligence artificielle, quand les États-Unis libéralisent, que la Chine expérimente, l'Europe légifère, elle régule, elle évoque les risques. Est-ce que c'est pareil pour les crypto-monnaies? Est-ce que l'Europe a une stratégie par rapport au développement de ces alter-monnaies? Alors, vous ne pouvez pas mieux dire, puisque nous, en Europe, on est très fort, parce qu'on a régulé dès le départ. Donc, cette année, c'est une grande année pour le secteur, puisque 2025, c'est la mise en application de MiCA, qui est la réglementation européenne. Et effectivement, on a déjà tout bordé. On avait commencé en France, c'est la France qui a inventé ce règlement avec le PSAN. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Non, pas vraiment, mais en tout cas, c'est le PSAN qui a donné le ton, en fait, et qui a été repris par MiCA. C'est la même philosophie que celle qui avait commencé en France avec la distribution de licences, en fait. Et on a mis toute une série de règles pour s'assurer que les acteurs soient en conformité avec les attentes. Et que les épargnants soient protégés? Exactement, et que les épargnants soient protégés. Donc ça, c'est déjà fait en Europe. Et effectivement, ce qui semblait être peut-être un avantage, je me rappelle, il y a 2 ans, en disant, voilà, au moins, l'Europe a une stabilité réglementaire par rapport aux États-Unis où on n'y comprend rien. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, va sans doute se révéler, encore une fois, comme un poids. Nathalie Janson, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignante et chercheuse à Neoma School et vous nous avez donné les bases économiques et politiques de ces crypto-monnaies. À bientôt, à suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno et puis nos esprits libres du vendredi, Jean-Marie Colombani et Géraldine Vosner. Il est